Bonjour à tous, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la dernière news de FFG parue hier soir, je crois. Donc, on est le 13 octobre 2022 et on a l'information sur le 7e héros du cycle 6 consacré aux X-Men. Et ce sera donc Gambit, comme vous le voyez en plein écran ici. Personnage extrêmement attendu. Bon, comme je vous l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, on s'attendait à ce qu'il y ait Gambit et très certainement Rogue pour les deux derniers personnages du cycle, puisque c'est des personnages très charismatiques, qui sont beaucoup attendus par les joueurs, et puis en plus, eux, ils ont, comme je vous l'avais dit, ils ont une carte Team Up en commun avec Rogue, donc on s'attend maintenant à ce que le 8e héros soit bien Rogue comme prévu. Donc, grâce à Crash and Meeple, on a l'information que les capacités de Gambit viennent du fait qu'il est capable de charger des objets en énergie cinétique et que, du coup, principalement, il va charger des cartes pour les lancer et les faire exploser sur les gens. Donc, dans la news de FRG, on n'apprend pas trop grand-chose de vraiment foufou, mais par contre, cette fois, ils nous ont donné pratiquement tout le set en entier, donc on a pratiquement toutes les cartes de Gambit. Il s'appelle Rémi Lebeau, en alter ego, très sympa, et il nous sera fourni avec un deck Justice. Pas de cartes vraiment incroyables, il continue des cartes qu'on avait déjà en agressivité, il complète et ainsi de suite. Et la plus mauvaise nouvelle de toutes, c'est celle-là, hein, c'est qu'ils vont encore mettre un set modulaire à la fin du paquet. Donc nous n'aurons pas de cartes supplémentaires dans les autres aspects qui ne sont pas traités par Gambit. Alors après c'est normal, hein, quand on regarde un petit peu tous les sets, les derniers sets qui ont été donnés, hein, toujours pareil, sur ici Hall of Hero, on se rend compte que pour le cycle 5 et le cycle 6, en fait, ils nous avaient toujours donné les cycles modulaires pourris, là, sauf quand les personnages se prêtaient à une mécanique particulière. Donc ici, à la place du set modulaire, on avait eu des cartes sur le trait aérien. Ici, on avait eu des cartes sur le trait champion. Ici, on avait eu des sets modulaires. Hein, ok. Ensuite, dans Mutant Genesis, c'était pareil. Ici, il y avait les cartes attachement. C'est les cartes amélioration tactique. Ici, on avait les cartes psioniques qui étaient complètement dingues. Après, dans Wolverine, il n'y avait aucun trait, du coup, ils nous ont filé des sets modulaires. Dans Storm, il n'y avait aucun truc particulier, du coup, ils nous ont filé des sets modulaires. Et là, pour Gambit, apparemment, il n'y aura aucun trait particulier qui aurait été traité. Ce qui est dommage, hein, parce que justement, quand on regarde cette carte-là, dans Gambit, ici, vous avez une carte particulière dont je reviendrai après, qui traite du trait espion, et je pense qu'ils auraient pu, à la place de nous filer ces merdes-là, nous filer des cartes qui jouent sur le trait espion, en agressivité, en commandement et en protection. Ça aurait été vraiment super sympa. Bon, après, il faut admettre que le trait espion est surtout joué en justice, hein, ce qui est normal, hein, puisque les espions, en général, vont s'arranger pour gérer les manigances avant qu'elles ne surviennent, donc c'est quand même assez thématique. Mais je suis très déçu qu'on ait un espion voleur, là, et qu'ils aient pas fait des cartes espions voleurs pour jouer dans les autres aspects, comme ils l'ont fait avec Cyclope ou avec Phoenix. Rien de particulier à rajouter, non, j'ai déjà tout dit, donc maintenant on va directement aller sur le site Hall of Hero et bien évidemment le site de e-réception MC Builder pour pouvoir un petit peu analyser chaque carte. Vous allez voir, il y a des très gros trucs, hein. C'est encore un personnage un peu fou. En alter ego, il s'appelle Rémi Lebeau, 3 en récupération, 6 en taille de main, 9 points de vie. Il est à la fois mutant et voleur. Donc voleur, c'est un nouveau trait qu'on n'avait pas vu apparaître jusqu'à aujourd'hui. Je crois que même... on va regarder. Même elle, je crois qu'elle est espionne, mais elle n'est pas voleuse. Hein. Ni en alter ego, ni en héros. Non, elle est espion shield, mais elle n'est pas voleuse. Du coup, sa capacité, c'est voleur extraordinaire, donc c'est une action de contre en alter ego. Vous devez malheureusement incliner Rémi Lebeau et regarder les 2 cartes du dessus du deck rencontre. Et vous devez défausser une de ces cartes, et vous allez retirer de la menace d'une manigance égale au nombre d'icônes de boost sur la carte que vous venez de défausser. Donc ça c'est vraiment incroyable. Hein. Incroyable. Il y a très peu de héros qui sont capables de contrer en alter ego. Je vous rappelle que jusqu'à présent on n'avait que Miss Marvel et Black Widow, c'était les 2 seuls capables de contrer en alter ego. Là, on a une capacité vraiment forte. Bon, il faut incliner Rémi Lebeau. Moi, je vous avoue que je joue beaucoup en... Enfin, je joue que en expert.
Du coup, toutes les cartes expertes, elles ont 3 icônes de boost dessus. Donc ça veut dire faire un contre pour 3 en s'inclinant. Je vous rappelle qu'au passage, vous regardez 2 cartes. Donc vous avez plus de chances de choisir la carte qui correspond à la menace que vous voulez enlever, puisque vous allez voir, enfin souvent dans le jeu, on a intérêt des fois à laisser un peu de menace sur les manigances pour déclencher les effets, par exemple de dégager la zone. Mais il y a plein d'autres cartes dans son set aussi qui vont s'activer sur le fait d'enlever les dernières menaces d'une manigance, donc on aura intérêt peut-être à ne pas retirer toute la menace, donc choisir la carte c'est encore une fois très bien, mais ensuite il y a juste marqué regarder les 2 cartes du dessus du deck rencontre, donc vous les regardez, vous en défaussez une, mais l'autre vous la remettez dessus. Du coup vous avez l'information de la carte qui va arriver, donc dans l'absolu c'est la carte boost qui vous servira si jamais vous voulez défendre, mais si jamais vous arrivez à sonner ou désorienter le méchant, eh ben, ça vous permet de connaître directement la carte que vous allez vous taper à l'étape 4 du méchant. Du coup, par exemple, typiquement, là, au début de la partie, vous inclinez le petit loup, là, hop, vous dégagez la première carte que vous voulez, vous laissez celle que vous voulez. Si vous arrivez à confondre ou à sonner le méchant pendant votre tour et que vous passez en héros, eh ben, vous connaissez directement la première carte du set que vous allez prendre au premier tour. Ça me paraît vraiment une capacité très très forte. Alors encore, la première fois que je l'ai lu, j'étais tout fou, mais je n'avais pas lu incliné. Donc bon, là c'était complètement dingo, mais là c'est vrai, ils ont pensé à l'incliner, donc c'est pas mal. Moi je trouve que déjà, rien qu'en alter ego, purée, qu'est-ce que c'est fort. En héros, il passe à 1 seul de contre, 2 d'attaque, 3 en défense. Il devient 7 fois Tif, bah c'est voleur. Ouais, c'est toujours voleur. Et X-Men. Sa capacité, ça va être... En plus, il n'a pas une capacité, mais 2 capacités. Donc la première, c'est charge de carte. Donc charge de carte, quoi. Vous pouvez augmenter... Vous pouvez prendre un jeton compteur et le mettre sur cette carte. Ils n'ont pas de nom? Ah si, c'est des compteurs charge. Voilà. Donc, vous pouvez mettre des compteurs. Donc, bon, ok, qu'est-ce qu'on va foutre avec les compteurs? On va voir après. Et après, la capacité suivante, c'est une interruption. Il y a marqué, quand vous jouez un événement attaque, vous pouvez retirer jusqu'à 3 jetons charge de cette carte pour augmenter de 1 les dégâts pour chaque compteur que vous avez retiré de cette façon. Donc typiquement, en fait, quand vous allez jouer des événements attaque, vous pourrez augmenter la valeur de dégâts qui sont dessus de 1, de 2 ou de 3 dégâts. C'est vraiment ultra terrible, j'en ai parlé dans mes dernières vidéos, tout simplement parce qu'il y a déjà des événements qui ciblent plusieurs cibles. Donc il y a plein d'événements où on a envie de faire plein de dégâts, tout simplement. Vous voyez tout simplement au cœur de la mêlée, voilà, hop, au cœur de la mêlée. Alors, je sais toujours pas coller les hauts, donc ça va être compliqué, au cœur de la mêlée, voilà. Ça, c'est très très bien, au lieu de faire 3 points de dégâts, de faire 9 points de dégâts, parce que ça permet de retirer beaucoup de menaces d'un coup. Je vous rappelle toujours pareil, pour les instants de triomphe, il y a un très gros intérêt à infliger un maximum de points de dégâts sur une seule carte, de façon à se soigner beaucoup de points de vie de son héros. Donc si vous jouez en agressivité, vous pourrez accumuler les effets de Gambit avec les cartes agressivité qui font déjà ça, pardon. Je vous rappelle que dans le set de Wolverine, on a cette carte-là qui est aussi faite pour augmenter les dégâts. Dernièrement, on a eu une carte ressources avec, comment elle s'appelle, avec Shadowcat, qui nous permettait d'augmenter encore de 1 les dégâts, ici. Ça s'appelle énergie agressive, qui augmente les dégâts. Donc, tout cumulé, vous pourrez envoyer des attaques méga fortes. Alors, pourquoi envoyer des attaques méga fortes? Bon, je l'ai déjà dit, je le redis une dernière fois. La première chose, c'est de faire des gros effets, de faire des gros déferlements, de faire des gros instants de triomphe. Mais le deuxième effet, c'est surtout pour les cartes qui vont infliger plusieurs sources de dégâts dans un seul effet. Donc pour l'instant, on en a 2. On a mêlée. Ça doit être avec un chapeau. Voilà, on a mêlée. Typiquement, ce genre de carte, elle inflige 3 points de dégâts à un ennemi et 3 points de dégâts à un autre ennemi. Donc c'est forcément une autre cible, telle que c'est wordé en français. Donc ça veut dire que si jamais vous utilisez la capacité de Gambit pour faire plus 3 dégâts, vous infligez 6 points de dégâts, plus 6 points de dégâts à un autre ennemi.
Et après, ça doit être chacun son tour. Pareil, vous infligez 2 points de dégâts, et si vous tuez l'ennemi, vous pouvez réinfliger 2 points de dégâts à un autre ennemi. Donc ça veut dire que vous pourriez faire 5 points de dégâts, plus une deuxième fois 5 points de dégâts. Ça, c'est pas trop mal, hein. C'est vraiment, vraiment pas trop mal. Et après, vous allez voir que Gambit lui-même a énormément de cartes qui vont synergiser avec ses compteurs charge. On va avancer un petit peu. Il faut quand même revenir sur sa ligne de statistiques. 3 en défense, c'est vraiment, vraiment un régal. Parce que ça veut dire qu'il peut défendre. Si jamais vous n'avez pas besoin de défendre, vous pouvez attaquer. Et si jamais vous avez l'opportunité de passer en alter ego, vous pourrez contrer en alter ego ou récupérer en alter ego. Purée, mais qu'est-ce que c'est fort, mais qu'est-ce que c'est fort. Moi, j'aime énormément la mécanique de ce personnage. Je suis très emballé dès le début. Bon, il a que 50 tailles de main, mais tous les héros ont 50 tailles de main, hein, à part Iron Man et Iron Heart. Vraiment fort. Alors, première carte qui nous est révélée ici. Est-ce que je commence directement par son allié maître? Parce qu'ils nous ont carrément donné l'allié maître. Donc, j'ai envie de commencer direct par l'allié maître. La première carte du set, ce sera l'allié maître Rogue. Donc, allié maître Rogue, hein, incroyable aussi. Hein. Un allié qui coûte 4, qui a 3 points de vie, 2 en contre, 2 en attaque, un dégât consécutif à chaque fois. Le trait aérien et X-Men. Et il y a marqué que vous pouvez réduire le coût de Rogue pour chaque jeton charge sur votre identité. Et en plus, elle est tenace. Donc, moi, j'avais sorti direct la capacité de Natasha Romanoff. Hein. Je ne sais pas si vous avez beaucoup joué l'allié maître de Natasha Romanoff, hein, le soldat de l'hiver. Mais c'est un allié qui est une méga tuerie. Parce que vous le payez jamais, en fait. Alors, l'avantage, c'est que les cartes préparation, on les posait, on les accumulait, et ainsi de suite. Et du coup, on en avait toujours plein. Du coup, dès qu'on avait le soldat de l'hiver, on pouvait le sortir pour 0. Bon, là... Les jetons charge, c'est la même mécanique, on va pouvoir les accumuler. Si on ne les utilise pas, on peut en accumuler jusqu'à l'infini. Hein. C'est pas limité la capacité de charge. C'est juste qu'on va pouvoir le faire qu'une seule fois par tour, et qu'on peut en utiliser jusqu'à 3 pour faire des événements, mais vous pouvez très bien en avoir 10, 15 ou 20 sur votre personnage. Hein. Donc ça veut dire qu'au moment où vous voulez sortir Rogue, c'est même pas qu'elle coûte 0, c'est carrément qu'on vous rembourse de la thune avec, quoi. Illustration magnifique en plus. Très 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 bonne héroïne, enfin alliée. Le fait qu'elle ait que 3 points de vie par rapport au fait que le soldat de l'hiver a 4 points de vie compensé par un état tenace, moi j'ai presque envie de dire que c'est encore mieux, parce que ça veut dire que vous pouvez passer une très très grosse attaque du méchant ou contrer ou attaquer une fois de plus. Donc méga génial. Je vous rappelle également que ce personnage-là, vous allez pouvoir utiliser 2, 3, 4 fois. Dans ce cycle-là, vous avez tous les entraînements. Hein. Et les entraînements, ils rigolent 0. Hein. On a envie d'y mettre n'importe quel entraînement à cette demoiselle. Hop, les entraînements, ici. Vous voyez déjà les 4 entraînements qu'on a. Bon, à mon avis, on n'en aura pas des nouveaux, mais si on en a des nouveaux, ce sera fantastique. Moi, il n'y a aucun de ces 4 entraînements que j'ai pas envie de mettre sur Rogue. Hein. Avoir plus de points de vie, c'est trop cool. Contrer, attaquer, c'est trop cool. Tout est trop cool, quoi. Donc, un bijou, quoi. Il n'y a rien à dire, c'est un bijou, quoi. En plus, elle a les traits aériens. Si vous voulez vous casser la pipe à jouer en commandement sur le trait aérien, vous pouvez aussi faire quelque chose là-dessus. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Hein. J'ai essayé 2-3 trucs. Ça me paraît vraiment poussif, le trait aérien. Mais sachez qu'elle elle peut le faire. Donc, très très gros allié. Très très gros héros. Là, du coup, ça part méga fort, hein. Ici, on a la capacité, la guilde des voleurs. C'est un support qui coûte 1, un soutien guilde. En alter ego, vous avez une réponse. Après que vous avez utilisé la capacité voleur extraordinaire de Gambit, vous pouvez incliner cette carte pour retirer un de menace de n'importe quelle manigance. Et si jamais vous retirez la dernière menace, en plus, vous pouvez piocher une carte. Donc c'est pas facile parce que je vous rappelle que la capacité voleur extraordinaire de Gambit, vous n'allez pas savoir à l'avance combien de menaces vous allez enlever. Mais si jamais vous avez des manigances annexes ou même la manigance principale, vous compterez avec la capacité voleur extraordinaire n'importe quelle autre manigance et vous en avez laissé une sur une manigance annexe ou une manigance principale avec juste un jeton. Comme vous n'êtes pas obligé de faire la capacité voleur extraordinaire et la guilde des voleurs sur la même carte, puisqu'il y a bien marqué retirer un de menace
from a shame. C'est pas de cette manigance-là. Du coup, vous pouvez vous arranger à l'avance quand vous êtes un héros ou en jouant avec d'autres joueurs ou avec vos alliés pour retirer la dernière menace avec cette carte. Et du coup, en plus de retirer une menace supplémentaire, ce qui est déjà méga cool pour un soutien qui coûte 1, en plus, vous pouvez piocher une carte. Et puis, c'est n'importe quel jeton. Moi, je vous rappelle, dans la boîte de base, tout au début, on a eu une carte qui retire 1 de menace. Ça faisait rien de plus. Donc, c'était un soutien. Ça s'appelait salle d'interrogatoire. Ici. Moi, je l'ai joué cette carte pendant assez longtemps, mais il fallait tuer un sbire pour réussir à retirer 1 de menace d'une manigance. Moi, c'est une carte que j'adorais, je l'ai jouée pendant vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Et puis très récemment, moi, j'ai commencé à la remplacer par des policiers en patrouille, qui est quand même beaucoup, beaucoup plus cher à jouer, mais beaucoup plus modulaire. Allez, on va enchaîner, parce que sinon la vidéo va encore durer 2 heures, comme toujours. Alors, la carte suivante, c'est le Charmeur Créole. C'est un événement qui coûte 2, une carte contre, et il y a marqué Action d'Alter Ego. Action d'Alter Ego. Vous pouvez retirer 3 de menaces d'une manigance, et si vous retirez la dernière menace de cette manigance, alors vous pouvez désorienter le méchant. Donc vraiment très très bonne carte là encore, puisque moi je vous dis, le problème quand on joue en solo, c'est qu'on ne peut pas passer en alter ego, parce qu'il faut désorienter. Avoir dans un set modulaire déjà, dans un set signature, pardon, des capacités à contrer, c'est vraiment cool, et après pouvoir contrer en alter ego, c'est méga cool aussi, quoi. Donc excellente carte, vraiment une très 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 bonne carte. Après contrer pour 3, avec une carte qui coûte 2, c'est quand même plutôt léger, mais il ne faut vraiment pas négliger la capacité de le faire en alter ego, et surtout la capacité à désorienter le méchant. Donc ça, c'est une très bonne carte. Il faut vraiment voir comment on va faire pour passer en alter ego de façon safe, parce que malheureusement, maintenant, il y a énormément de méchants qui sont robustes et solides. Et du coup, il ne faut pas tout jouer sur le fait de désorienter le méchant, quoi. Moi, je préfère toujours mettre un petit sous surveillance, parce que sous surveillance, malheureusement, c'est vraiment une carte qui, sous surveillance, c'était une carte absolue, mais vraiment absolue. Il n'y avait vraiment rien qui pouvait contrer cette carte, jusqu'à récemment. Ça m'a beaucoup fait rire de le lire, je vous rappelle. Cette carte a marché dans tous les scénarios, tout le temps, sauf quand il y a des capacités de déclenchement avec des jetons. Ce qui est un petit peu plus rare. Et là, dernièrement, je ne sais pas si vous avez noté, ils ont enfin fait une carte, un scénario qui casse la mécanique de sous-surveillance, qui était la carte absolue pour moi pour pouvoir gérer le jeu. Et c'est la capacité des manigances des sentinelles. Ici, c'est... Elle est où, le truc des manigances des sentinelles? Ça doit être celle-là. Puisque celle des sentinelles, en fait, c'est pas axé sur la fin de déclenchement de cette étape, c'est axé sur le nombre de menaces qu'il y a dessus. Bon, ça c'était un petit détail, excusez-moi, je m'égare. Mais bon, quand on a joué pendant toute sa vie sous surveillance, savoir qu'il y a eu enfin un moment où c'est pas la carte absolue, c'est vraiment cool. La carte suivante, c'est un événement qui coûte 2, une attaque super pouvoir. Donc on a vu assez peu de super pouvoir malheureusement dans le set de Gambit, donc je sais pas s'il y a un super pouvoir, si on va pouvoir jouer en intense concentration. Ça me paraît un peu léger, mais après les cartes attaques sont tellement bonnes, peut-être qu'on va les recycler suffisamment souvent pour avoir nécessité de jouer en intense concentration. Donc cette capacité de carte chargée, c'est une attaque qui inflige 4 points de dégâts. Et si jamais vous utilisez la capacité spéciale de Gambit qui vous permet de défausser 1, 2 ou 3 jetons charge pour infliger 1, 2 ou 3 points de dégâts supplémentaires, donc vous pourrez quand même faire 7 points de dégâts avec cette carte, ça va rajouter des effets à cette carte en fonction du nombre de compteurs. Et il y a bien marqué ici, retirer au moins. Donc si vous retirez au moins un jeton, vous faites ça, au moins 2 jetons, vous faites ça, mais du coup vous faites aussi ça. Donc dès que vous dépenserez un jeton, elle gagnera à distance. Dès que vous dépensez 2 jetons, elle gagne perçant et à distance. Dès que vous dépensez 3 jetons, elle gagne overkill, perçant et à distance. Ça c'est vraiment une carte cool. Il n'y a pas de problème pour moi, à part le fait qu'elle fasse 4 points de dégâts pour 2, c'est un peu nul. Enfin, c'est pas un peu nul, pardon, c'est une carte attaque basique. Par contre, si on a des jetons compteurs pour la déclencher, ça va devenir fort.
Il y a juste une petite... si quelqu'un le sait, vous pourrez le dire dans les commentaires. Je me demande toujours, quand on a à la fois perçant et déferlement, bon, c'est sûr qu'on enlève le tenace sur l'allié qui prend l'attaque, mais je sais pas si ça enlève aussi le tenace sur le méchant avant d'y infliger les dégâts de déferlement. Ça, je vous avoue que ça m'arrive assez rarement hein, de jouer des capacités perçantes. Du coup, pour que ce soit perçant et overkill, ça ne m'est jamais arrivé. Donc si vous savez, mettez dans les commentaires. Très très bonne carte aussi quand même. Après, la dernière carte est très 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 surprenante. Ça s'appelle Royal Flush, donc ça doit être une quinte flush royale, un truc comme ça. C'est un événement qui coûte 3, une attaque super pouvoir encore une fois. Et c'est une action de héros, c'est une attaque. Vous commencez par placer un jeton charge sur votre personnage. Et après, vous allez infliger 0 points de dégâts à un ennemi. Puis après, vous allez réinfliger 0 points de dégâts à un ennemi. Puis après, vous allez infliger 0 points de dégâts à un ennemi. Alors quel est l'intérêt de faire 3 fois 0 points de dégâts à un ennemi? Eh ben, vous vous doutez bien que tout simplement c'est pour, si vous envoyez plus 3 points de dégâts à cet événement grâce à ça là, grâce à la capacité de Gambit, ça va vous permettre d'infliger 3 fois 3 points de dégâts. Donc 3 fois 3 points de dégâts, c'est vraiment énorme. Bon, on est obligé de répartir par paquet de 3, hein, contrairement à ce qui est dit sur la news, puisque sur la news, il y a marqué répartissez autant de points de dégâts sur 3 ennemis différents. Mais c'est pas ce qui est marqué. Hein. Donc ici, vous choisissez 1, 2 ou 3 ennemis et vous lui infligez des points de dégâts par tranche en fonction du nombre de charges qu'on enlève. C'est une carte qui est forte. Moi, j'aime pas trop les événements à 3, mais il faut reconnaître quand même que là, ça sauce fort, quoi. Il faut se rappeler toujours pareil du set de Natasha Romanoff qui a été rendu encore plus violent ces derniers temps, hein, à cause bien évidemment de danse de la mort, puisqu'elle infligeait 6 points de dégâts, mais à 3 ennemis différents. Et puis dernièrement, il y a eu énormément de cartes qui nous permettaient de buffer les événements qui avaient plusieurs cibles. Donc je reviens encore une fois, donc cette carte, ce sera le même principe. Si vous arrivez à infliger un dégât de plus sur l'effet de la carte, et ben vous pourrez infliger du coup 3 points de dégâts de plus. Donc toutes les cartes qui existent actuellement qui font ce genre d'effet, et ben de base on a l'énergie agressive là, hein, celle qui nous a déjà... Donc si jamais vous payez, donc il faudra jouer agressivité hein, pour tirer le plein potentiel de cette carte. Je vous l'ai pas dit mais ça paraît évident. Si vous payez cette carte qui est un événement attaque avec une énergie agressive, de base elle inflige déjà 3 fois un point de dégâts. Donc si vous le buffez avec les capacités de Gambit, ça fera 3 fois 4 points de dégâts. Si vous jouez encore avec cette capacité de Wolverine qui inflige un point de dégâts supplémentaire, donc quand votre héros attaque, retirez un jeton, ajoutez un point de dégâts additionnel à l'attaque. Il est bien marqué que c'est pas une attaque basique, donc ça veut dire que vous pouvez augmenter la capacité d'une carte attaque avec plus un dégât. Donc si jamais vous réussissez à avoir cette carte en jeu, maximum c'est un par joueur, hein, c'est dommage, mais bon. Plus l'énergie agressive, ça fait 2 points de dégâts, plus les 3 jetons de Gambit, ça fait 3 fois 5 points de dégâts. Donc ça fait quand même 15 points de dégâts pour une carte qui coûte 3, qui vous donne une charge en plus, que vous pouvez payer un de moins avec intense concentration, ça commence à faire vraiment pas mal de dégâts, quoi. Hein. Donc intéressant. Intéressant, surtout que dans Instant de Triomphe, j'ai pas réussi à conclure, hein, mais sur la carte Instant de Triomphe, excusez-moi, j'ai plein de trucs dans la gorge. Donc il y a marqué, après que vous ayez attaqué et vaincu un ennemi, soignez un point de dégâts de votre héros pour chaque dégât en excès qui a été infligé par 7 ennemis par 7 attaques. L'idée c'est, est-ce que le déclencheur de Instant de Triomphe, c'est le fait de tuer un ennemi? Et à ce moment-là, si jamais vous utilisez cette carte qui fait 3 fois 5 points de dégâts, par exemple, que vous tuez 3 ennemis qui ont tous moins de 5 points de vie, vous faites plein de dégâts en excès, je me suis demandé si ça déclenchait plusieurs fois l'instant de triomphe ou une seule fois. Moi, je pense que c'est qu'une seule fois, puisque pour moi, le déclencheur, c'est le fait de tuer un ennemi, et pas le fait qu'une attaque ait tué un ennemi. Sauf que si jamais c'est le déclencheur, c'est le fait que l'attaque inflige des dégâts, ça veut dire que cette carte-là, si vous tuez 3 sbires avec et que vous faites 3 fois des dégâts en excès, l'instant de triomphe se déclenche 3 fois. Donc, toujours pareil, si vous avez la réponse, je vous invite à mettre la réponse dans les commentaires, et surtout la source, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui donnaient leurs informations sans la source, et du coup, bon, vous pouvez toujours dire comment vous la jouez, mais si vous avez la source, c'est encore mieux, quoi.
Donc très bonne carte, très bonne carte. Moi je vous avoue qu'en général les cartes qui coûtent 3 en événement, j'aime pas les jouer. Et puis quand même dernièrement, à force de jouer Vision et Spectrum, je me suis dit bon les cartes qui coûtent 3 en fait j'aime bien les jouer parce que les gros effets ça tabasse. Cette carte là est un bijou. C'est une carte défense, super pouvoir, un événement qui coûte 0, s'appelle Agilité naturelle. C'est une interruption de héros quand vous défendez avec votre personnage, donc il faut l'incliner malheureusement. Hein. Vous pouvez placer d'abord un jeton charge sur Gambit, et puis pour chaque jeton charge, vous allez gagner plus 1 en défense pour cette attaque. Donc comme les jetons charge ne sont pas limités sur Gambit, si jamais vous avez 3, 4, 5, 6, 7 jetons charge sur vous, sachant que de base vous avez une défense de 3 avec Gambit, et ben vous défendez à 6, 7, 8, 9, 10 points de défense. C'est quand même costaud hein, comme carte défense. Hein. Parce que même si jamais vous n'en avez pas besoin, ça fait quand même gagner un jeton charge. Hein. Et les jetons charge, vous en avez besoin pour payer Rogue moins cher. Donc quelque part, même si vous n'avez pas intérêt à augmenter votre défense, parce que vous avez un tenace par exemple, ou un truc comme ça vaut le coup de le faire juste pour gagner une ressource, puisque c'est de toute façon la ressource que va vous faire gagner la carte quand vous allez défausser pour payer Rogue. C'est une très 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 bonne carte. Hein. Très bonne carte qu'on a envie de récupérer, qu'on a envie de rejouer. J'adore les cartes défense dans les sets des héros, ça donne souvent un fort cachet au personnage. Et puis là, franchement, c'est de la bonne carte, j'aime beaucoup ça. Et en plus, elle combotte avec cette carte-là, qui est l'armure de la guilde de Gambit. C'est une amélioration qui coûte 1, une armure objet, et il y a marqué en réponse de héros, après que Gambit a défendu une attaque et qu'il n'a pas pris de dégâts, vous pouvez redresser. Il faut incliner cette carte pour redresser Gambit. Donc là encore, hein, ça fait un gros écho à notre Shadowcat, pas Shadowcat, pardon, c'est Black Widow, qui avait cette carte-là que j'adorais jouer, c'était vraiment génial. Hein. Dès qu'on déclenchait la capacité d'une préparation, donc soit après qu'une carte boost a été révélée en étape 2, soit qu'une carte a été révélée en étape 4, que ce soit un sbire, une carte de n'importe quel type, quoi, là, ça nous permettait de le redresser en plus de gagner 1 en défense. Donc c'est des personnages en fait qui tous les tours vont défendre et qui pourront théoriquement se redresser tous les tours. Donc là, le problème en fait, c'est que ça donne envie, pour moi, hein, j'ai envie de le jouer en défense du coup. J'ai envie de le jouer en défense tout simplement pour jouer avec les cartes de type défense. Si vous regardez les cartes défense, bon, moi je. Hop, défense. Ici. Les cartes défense qu'on a comment elle s'appelle on a en protection, par exemple, ici, gagner 3 en défense. Hein. Gagner 3 en défense, ça vous permet de vous redresser directement, parce qu'avec 3 en défense, sachant que vous avez 3 de base, je vois pas le mec qui vous fera plus de 6 points de dégâts. Hein. Et surtout, ces 3 cartes-là, là, ne jamais reculer, qui vous permet de sonner le méchant, le pas de côté qui vous permet d'absorber des points de dégâts et en plus d'infliger un point de dégâts. Bon là, la défense désespérée n'aura pas gros intérêt puisque son effet c'est de vous redresser, mais l'armure de la guilde fait déjà ça. Vous avez le coup préventif qui vous permet d'annuler les effets boost de la carte, enfin pas les effets boost, pardon, les icônes de boost de la carte pour infliger des points de dégâts, donc certainement vous ne prendrez pas de points de dégâts. Et puis récemment, on a eu cette carte-là qui compte pour 2 la manigance, principale, en même temps que d'absorber 2 points de dégâts. Donc, pareil pour Défiance, hein, qui était vraiment un putain de bijou avec Ghost Spider. Donc là, beaucoup de cartes défense qui donnent très 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 envie d'être joué avec Gambit. Le problème, c'est que Gambit, il faudrait essayer de passer en alter ego assez souvent. Est-ce qu'on va pouvoir jouer avec des capacités défense? Je sais pas. En plus, dernièrement, là, dans le cycle, on a eu avec Colossus une carte qui permet de piocher avec les cartes défense. Moi, je vous avoue que ça fait depuis tellement longtemps que je jouais en protection que ça me fait plaisir de voir que maintenant on a beaucoup d'occasions de jouer en protection. J'ai pas encore posté, je crois, la vidéo de Phoenix aussi. Mais Phoenix aussi, on a très envie de jouer en protection parce que elle a cette carte-là, là, son pouvoir psionique de protection qui est énorme. Hein. Énorme, hein, qui vous permet d'annuler tous les dégâts et de les infliger à une autre cible. Purée, vache. J'ai trop envie de jouer que en protection. Et en plus, en protection, là, vous pouvez jouer avec aussi fluide que l'eau. Vous pouvez renvoyer des... avec aussi fluide que l'eau, on peut infliger des points de dégâts. On peut piocher des cartes avec
On peut pas piocher des cartes, si. Non, c'est retirer des points de manigance. Si, avec... comment ça s'appelle un inébranlable. Avec inébranlable, on peut piocher des cartes aussi si on prend pas de dégâts. C'est pas inébranlable? Inébranlable, non, c'est pas celle-là, donc c'est... je sais plus comment elle s'appelle, quoi. Une amélioration, protection, qui fait la même chose mais qui s'appelle pas comme ça. Imperturbable. Imperturbable, vous pouvez piocher des cartes. Vous avez bien évidemment le difficile à ignorer qui vous permet de retirer de la menace. Donc toutes ces cartes-là, ça combotte avec ça. Hein. Et puis vous avez les combos qu'on utilisait au tout début du jeu, hein, pour être sûr de pouvoir se redresser. On pouvait jouer à l'époque des barrières d'énergie. Dernièrement avec SPDR, on nous a filé le générateur de champ de force qui absorbe de toute façon tous les dégâts qui vous sont infligés au prix de compteurs énergie. Voilà donc énormément de combos. Si vous voulez jouer en protection, ça peut passer. Hein. Surtout que je vous rappelle, les tours où vous serez obligé de passer en alter ego, vous pourrez de toute façon de base contrer avec votre personnage et utiliser en plus la guilde des voleurs, donc, et en plus de base on a le charme créole, donc ça compense parfaitement le fait que normalement quand on joue en protection on a du mal à contrer. Hein. Donc je sais pas, à explorer, à explorer. Alors du coup, pour répondre à tout ça, ah non pardon, j'ai oublié la dernière carte, parce qu'enfin il nous file une carte ressource, quoi. Enfin on a une carte ressource dans un deck, dans ce cycle 6, ça fait plaisir. Hein. Alors c'est une carte qui est particulière, puisque bon, il y a deux ressources dessus, c'était comme les ressources de Rocket Raccoon. On a deux ressources de type différents dessus, pas des ressources neutres, mais bon, c'est pas méga grave. Donc une carte qu'on aura certainement en 2 exemplaires, qui nous permet d'avoir 2 ressources. Et si on l'utilise en héros, on pourra, parce qu'on peut l'utiliser en alter ego, hein, c'est pas une interruption forcée, hein, mais on peut l'utiliser en alter ego. Par contre, si on l'utilise en héros, en plus on pourra gagner un jeton charge. Donc plutôt pas mal, hein, cette carte ressource. Bon, les cartes ressources, souvent, elles sont en 2 exemplaires. Là, selon toute vraisemblance, elle sera également en 2 exemplaires. C'est quand même une plutôt bonne carte. Hein. Voilà, donc par contre, exceptionnellement, ils nous ont donné aucune information sur le set Nemesis de Gambit. Donc il faudra voir si le set de Nemesis de Gambit n'est pas trop violent. Mais alors, son set signature, il est méga costaud. Enfin, pour moi, il est méga costaud. Hein. Donc je vous ai fait les prévisions des cartes hein, qu'il y aura dans le set. Comme toujours, donc ici on a toutes les cartes qui ont été révélées par cette news, et j'ai projeté directement avec les numéros des cartes. On voit qu'on a exceptionnellement tout le set de Gambit qui nous est révélé, à l'exception d'une seule carte. Donc ici c'est la seule carte qu'on ne sait pas, mais donc on aura 3 fois la carte chargée, 2 fois le Quin de Flush Royal, 2 fois l'agilité naturelle, hein, l'événement défensif, donc trop cool, 2 fois la carte compte pour désorienter le méchant, et très certainement on aura 2 fois la carte ressources, même s'il est possible, bien sûr, puisque je n'ai pas le jointement avec le deck justice, hein, il est possible qu'on ne l'ait qu'une seule fois s'il y a une carte G11 dans le deck de Gambit, mais c'est peu probable parce qu'à mon avis, dans les sets préconstruits, il y a souvent 2 alliés, et on a besoin des positions de la carte 11 et 12 pour mettre les 2 alliés justice, puisqu'on nous a révélé la carte G13, donc ça veut dire que la carte Gambit 12 et 11 seront très certainement des alliés justice. Donc à mon avis, il y aura 2 ressources. Donc à mon avis, un méga bon set. Que sera la dernière carte ici, puisqu'on est entre les améliorations et les soutiens, ça peut être soit une amélioration, soit un soutien. C'est très rare qu'il y ait plusieurs soutiens dans un set. Après, ça peut être sympa, hein, mais on a déjà le soutien qui agit sur sa forme d'alter ego, et on a déjà une amélioration qui agit sous sa forme de héros. Donc là, toutes les possibilités sont ouvertes. Hein, on peut tout avoir à partir de là. Hein. Au passage, on peut voir que le charme créole, c'est pas un super pouvoir, je crois. Hop. Non, c'est pas un super pouvoir, hein, le charme créole, c'est juste un contre. Donc du coup, des super pouvoirs, on n'en aura que 5. Est-ce que ça justifie une intense concentration 5 Même pour des cartes attaques qu'on répète souvent, je sais pas. Hein. Ça, je sais pas. Je sais pas. Allez, on va regarder les cartes justice qui nous ont été offertes avec. Donc ici, on a compétences opérationnelles, hein, qui est vraiment le pendant de cette carte-là, qui était les compétences de guerrier. C'est une carte qui va arriver avec 3 jetons dessus. Une carte skill, je crois que c'est compétence ou capacité en français, je ne me rappelle jamais. C'est une amélioration qui coûte 2, elle arrive avec 3 jetons dessus. Et quand vous allez contrer, que ce soit une carte contre ou tout simplement s'incliner pour contrer,
vous pourrez retirer un jeton de cette carte-là pour contrer pour 1 de plus. Alors c'est très très intéressant avec Gambits parce que, toujours pareil, hein, vous pourrez vous arranger ici pour... ça c'est un contre, hein, même si vous êtes en alter ego c'est un contre. Est-ce que ça se déclenche en alter ego au moins? Ouais, c'est juste une interruption, c'est pas une interruption de héros. Donc vous pouvez le faire sur la capacité voleur extraordinaire de Lobo, là c'est pas mal. Par contre on peut pas le faire sur la guilde des voleurs parce que c'est pas un contre. Donc du coup, moi de suite je m'étais dit, bah ça vaut le coup, si jamais on a une manigance avec 2 de menaces dessus, on pourra du coup quand même piocher la carte avec le truc, mais ça marche pas parce que c'est pas un contre ça. Par contre, ça marchera avec ça marchera avec le dégager la zone, hein, toutes les cartes contre qui ont des effets, ou soigner son entrée, qui ont des effets si jamais vous arrivez à virer la dernière menace d'une manigance. S'il manque un petit peu de menace, ça c'est une carte sécurité intéressante. Après, moi je vous avoue que j'ai jamais la place pour la mettre dans mes decks, donc je mettrai pas ce genre de truc à mon avis. Il faut rester prudent, hein, pas dire jamais, mais enfin là je vous avoue que j'ai un doute. Allez, ici, breaking, et donc ça veut dire quoi fracturer, entrer, je pense. Je sais pas. Un événement qui coûte 2, une carte contre, et il y a marqué jouable uniquement si vous êtes un espion ou un voleur. Et après, c'est une action de contre, vous pouvez retirer 3 de menaces d'une manigance. Donc c'est une carte qui est moyenne, et en plus qui est limitée aux voleurs et aux espions. Alors, pourquoi une carte qui coûte 3, enfin qui coûte 2 et qui fait que 3 de contre serait intéressante? Eh bien, tout simplement parce que c'est une action et pas une action de héros. Donc, ça veut dire que vous pouvez le faire en alter ego. Et du coup, c'est drôle parce que jusqu'à présent, il n'y avait que Natasha Romanoff qui pouvait faire ça. C'était la seule. Elle avait la carte ici, Cover Ops, donc je sais pas, c'est une opération sous couvert, qui était la seule carte contre qu'on pouvait jouer en action. C'était une carte qui était vraiment ultra puissante. Hein. Là, est-ce que c'est pas un peu trop faible quand même? C'est cool hein, de pouvoir contrer en alter ego, mais 3 c'est quand même peu. Hein. Alors c'est toujours pareil, si on a un doute sur cette carte, bah du coup on la met en peu d'exemplaires ou pas du tout dans un deck, et du coup la probabilité pour qu'on l'ait au moment où ce soit vraiment vraiment indispensable, et ben c'est encore plus rare. Moi j'aurais vraiment aimé que cette carte elle ait pas la capacité contre en fait. C'est con à dire, hein, mais pour pouvoir la faire même quand on est désorienté. Parce que c'était le seul problème de cette carte-là, c'est que quand on était désorienté, on pouvait pas la faire. Et que comme on peut pas contrer en alter ego dans 80% des cas, ben on peut pas retirer son désorientation. Du coup, si vous avez fini votre tour en alter ego, et que vous commencez en alter ego, que vous avez envie de le faire en alter ego, et que vous aviez un effet désorienté, vous pouvez pas virer l'effet désorienté avant. Petite particularité avec Gandit, c'est que comme sa capacité de base est un contre, vous pouvez le faire en alter ego. Donc à savoir si ça va contrer la problématique qu'on avait avec Black Widow, je ne sais pas. Moi je suis pas à l'aise avec cette carte, je la trouve pas assez forte. Et paradoxal d'ailleurs, hein, c'est que ce qui est paradoxal, pardon, c'est que cette carte-là, qui est vraiment moyenne, moi je l'ai toujours aimée. J'ai toujours aimé la jouer. C'est une carte qu'on avait déjà, ça s'appelle Frappe furtive, je crois, ou Attaque furtive en français. C'est un événement qui coûte 3 et qui inflige 4 points de dégâts, et si vous tuez l'ennemi, vous pouvez retirer 2 de menaces de n'importe quelle manigance. Donc toujours pareil, c'est une carte qu'on avait eue avec Black Widow. Et dessus, on voyait Black Widow en train de descendre d'un hélicoptère. Dans ma tête, moi, elle descend d'un hélicoptère. Hein, j'en ai aucune idée si elle descend d'un hélicoptère ou pas, mais moi, je trouve que c'est une superbe carte. Je la trouve trop jolie, quoi. Je la trouve trop jolie. Du coup, je la glisse de temps en temps, une fois ou deux, dans un deck. Ouais, je sais pas pourquoi elle descendrait d'un hélicoptère. Dans ma tête, elle est toujours descendue d'un hélicoptère, mais il n'y a aucune raison qu'elle soit en train de descendre d'un hélicoptère. Les cheveux bougent même pas. Black Widow, vous vous rendez compte, même en pleine opération, hein, elle est parfaitement coiffée, la petite. Hein. Parfaitement maquillée, parfaitement coiffée. Ça vaut le coup d'être un super-héros américain. Voilà, donc Wolverine, beaucoup moins sexy que Black Widow. Donc moi, en tant qu'homme hétérosexuel, j'aurais tendance à préférer quand même cette carte-là. Que cette carte-là, bon, ils la refont pour les X-Men, c'est toujours sympa. De toute façon, il y a des cartes mortes hein, dans les decks, donc autant qu'ils refassent l'illustration au passage. Et du coup, il nous manque pas mal de cartes hein, du deck Justice. Donc on verra ce qu'il y a dedans. Et les 2 dernières cartes qui nous ont été proposées, c'est Mutant Education. Donc je sais pas, ça doit vouloir dire l'éducation mutant ou...
Un événement qui coûte 0 à jouer uniquement si on a le trait mutant, donc ça veut dire uniquement avec les 8 personnages du cycle 6. Hein. Du coup, vous pourrez la déclencher en alter ego pour choisir jusqu'à 2 cartes spécifiques à votre identité dans votre pile de défausse et les mélanger dans votre deck. Et si vous avez le manoir des X-Men en jeu, vous pouvez en plus piocher une carte. Donc ça, c'est compliqué à analyser puisque moi, je suis pas super à l'aise avec cet archétype des X-Men pour l'instant. Puisqu'on n'a pas toutes les cartes, et ben du coup on n'a pas suffisamment d'alliés pour monter des decks costauds autour des X-Men. Et du coup on a du mal à jouer, enfin moi, j'ai du mal à jouer les soutiens basés sur les X-Men. Donc le manoir des X-Men, la salle des dangers, le cérébro. Parce que pas assez d'alliés, donc même les cartes entraînement j'ai du mal à les jouer, hein, franchement. Donc quand on aura le cycle complet avec beaucoup d'alliés, on aura peut-être envie de jouer vraiment autour des X-Men, avec le manoir des X-Men pour pouvoir soigner ses alliés, avec l'entraînement dans la salle de danger, pour passer souvent en alter ego, pour pouvoir mettre des cartes d'entraînement gratuitement à ses alliés. Là, quand même, dans le set de Gambit, on a déjà Rogue qui est un méga bon allié. Puisque en fait elle se déclenche par le nombre de compteurs charge sur votre identité. Donc même si vous êtes en alter ego, vous avez quand même les jetons en charge sur votre identité. Hein. Donc même si vous êtes en alter ego, vous pouvez jouer gratuitement Rogue, et après avec une salle en entraînement des dangers en alter ego, vous pouvez en plus jouer un entraînement gratuitement sur elle. Donc quand le set sera complet, c'est vraiment cool. Là c'est encore rendu plus cool par le fait que les soutiens... Mince, j'ai perdu ma carte. Hop là. Les soutiens qui jouent sur les X-Men et le fait vous demandent souvent de passer en alter ego, donc ça vaut le coup. Je pense, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Une carte qui coûte 0, elle est vraiment très très forte si elle vous permet de piocher une carte. C'est difficile de jauger, hein, parce que autant, je vous avoue franchement qu'avec Phoenix et avec Gambit, j'aurais vraiment envie d'aller tous les tours en alter ego, ou un tour sur deux. Parce que à l'aise, parce que capacité à désorienter, parce que capacité à contrer. Là, on a envie de mettre cette petite Pixie dans le deck, puisqu'on voit Pixie là, avec ses petites ailes d'abeille là. Je sais pas, je pense qu'il y aura quelque chose à faire. Pour l'instant, pour moi, il n'y a pas assez d'alliés X-Men. On verra à la fin du cycle, et puis surtout, pour moi, je les trouve pas assez bons. Hein. Je les trouve pas assez bons, les X-Men, pour qu'ils justifient vraiment un cycle basé sur les X-Men. Autant les Gardiens et les Avengers, c'était vraiment un thème ultra puissant, ultra fort. Les alliés étaient méga forts quand on avait on avait envie de le jouer. C'était pareil d'ailleurs pour les Spider Warriors. Hein. Purée, il y a des tonnes de Spider Warriors, on a trop envie de les jouer. Puis après, il y en a, ils sont vraiment daubesques, quoi. Et ben c'est pareil pour les X-Men. Moi, dans l'ensemble, je suis vraiment contrasté. Je trouve que c'est pas très fort. Même Colossus, qui est vraiment polyvalent, il n'est pas meilleur pour moi qu'un Thor. Donc, il n'y a pas des gros alliés qui me donnent envie de se dire, bon, allez, on va jouer les entraînements, on va jouer les manoirs des X-Men, on va jouer les cérébraux, on va jouer tout ça. C'est un peu poussif pour l'instant. Après, ici, on a la carte Team Up qui me fait fortement penser à l'idée que Rogue sera le dernier héros. C'est une carte qui coûte 2, c'est chiant que ces cartes avalent 2 parce que déjà, les cartes Team Up, ça nécessite de soit jouer avec un autre joueur qui va jouer la deuxième identité pour compenser, soit de réussir à avoir son allié spécifique en jeu en plus de son héros, être en plus en héros au moment de le faire, puisque ça c'est une action de héros. Et là ça inflige 4 points de dégâts et ça permet de retirer 4 de menaces d'une manigance. Donc pour 2, c'est une méga bonne carte. Et comme en plus c'est une carte attaque contre, si vous jouez en justice ou si vous jouez en agressivité, vous pourrez utiliser les cartes. Excusez-moi, j'ai éternué. Vous pourrez utiliser les cartes prouesse martiale et la carte en justice qui fait ça, c'est comment? Gros trou, je vous laisse 1 ou 2 minutes pour ce quiz. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez? L'amélioration, c'est pas pour la justice. Aïe aïe aïe, que je vieillis. Sens de la justice, bien sûr. Donc quand vous jouez une carte contre, vous pouvez payer une ressource mentale pour jouer cette carte, et là l'avantage c'est que c'est une carte contre et attaque. Si vous avez une prouesse martiale, vous pouvez la payer que 1, si vous avez un sens de la justice, vous pouvez la payer que 1. La seule difficulté, ça va être de jouer Rogue, mais il ne faut pas oublier que dans ce cycle, les alliés, normalement, avec les cartes entraînement, on peut les garder plus longtemps. Il ne faut pas oublier que Rogue, c'est une méga bonne alliée. C'est vraiment une très très bonne alliée.
Le problème, c'est que sa capacité ne permet pas de se dire, bah, si on la veut tout le temps sur la table, on peut jouer tout simplement en commandement avec un appel de détresse. Puisque bon, bah, c'est ça hein, aussi, les team up, quand vous voulez vraiment forcer une carte team up à être jouable tout le temps, on joue un appel de détresse pour avoir son allié maître tout le temps sur la table. Problème, pas d'intérêt particulier à payer 4 pour jouer Rogue. Son gros intérêt, c'est de la jouer depuis sa main. Par contre, gros intérêt, comme c'est une carte signature, on pourrait aussi la remettre dans le deck pour la redensifier et ainsi avoir une probabilité plus grande de pouvoir la jouer et de pouvoir envoyer la beauté et le voleur. Là. C'est une bonne carte. C'est une bonne carte. Moi, je dis, il faut attendre d'avoir ce cycle en entier pour juger. Moi, avec les X-Men, pour l'instant, je suis pas à l'aise. Mais une fois que tout le cycle sera bien fait, bien complet, est-ce que mettre des points de vie à droite à gauche, soigner les alliés, les garder plus longtemps, jouer les cartes team up, ça peut être assez fort, je ne sais pas. Du coup, pas grand chose de plus à dire. Là, encore une fois, j'ai fait une projection de toutes les cartes du set Justice qui nous sera filé avec. On voit que là encore, hein, il y a pratiquement toutes les cartes qui nous ont été données. Les événements, comme dans tous les sets, ils seront certainement en 3 exemplaires, donc on voit qu'on a tout ça qui est déjà rempli. Il reste 2 trous au début du deck, donc très certainement il y aura au moins 2 alliés X-Men Justice, hein, ça paraît évident. Première carte neutre, j'ai mis un allié neutre aussi. Donc du coup, bah, il nous manque 2 cartes. Il nous manque la carte numéro 20 et il nous manque la carte numéro 18. J'espère qu'il y aura 2 alliés neutres. Une petite carte soutien supplémentaire qui améliore les X-Men, ce serait cool. Mais le problème, en fait, c'est que quand on commence à regarder les cartes X-Men du cycle 6, eh ben, il commence à y en avoir trop, en fait. Donc c'est cool hein, d'avoir des cartes, puisqu'on a eu, là, dans le cycle 6, coup sur coup, je sais pas où je pourrais vous le montrer, ça. Parce qu'on peut pas régler par cycle. Là, on avait eu le manoir des X-Men et la salle en entraînement des dangers, plus le Cérébro, plus le X-Jet. Bon, le X-Jet, il fait des ressources, hein, il fait pas des trucs sur les alliés. Ah, il y a eu Utopia aussi. Je crois que là, c'était Utopia et le manoir des X-Men. Là, c'était Cérébro. Et dans Cyclope, on a eu l'entraînement à la salle de danger, non? Donc, du coup, ça fait déjà 4 soutiens. Non, c'est pas dans celui-là. Si. Ah non, la salle de danger et Utopia, c'était dans le même. Ah, mais peut-être qu'il y a une des cartes qu'on a eu 2 fois. Je sais plus. Bon, du coup, ça commence à faire vraiment beaucoup de soutien. Et tous ces soutiens, ils coûtent 2. Alors, c'est cool, c'est des lieux. Et du coup, ce serait sympa qu'ils nous mettent tout simplement une carte qui permette de jouer des lieux ou les poser plus facilement. Et ça, ils nous l'avaient déjà proposé avec... je ne sais pas si c'était pas avec lui. Ah non, c'est une carte qui va bientôt arriver, non? C'était pas avec Wolverine? Je me rappelle plus. Il y a une carte qui s'appelle Tog, non? Il n'y avait pas une carte qui faisait ça? Un allié qui coûte 2 et qui permet d'aller chercher une carte soutien. Bah si, c'était avec Jean Grey, non? Je suis bourré ou quoi? Ah non, c'était pas avec Jean Grey. Bah mince, c'est avec qui qu'on a eu ça? Storm? C'est bizarre. Putain, ça fait tellement longtemps que j'ai fait la revue de cartes de Storm. Parce que j'ai l'impression que c'est méga frais. Ah bah si, c'était avec Rogue, avec Storm. Donc voyez, vous avez par exemple cette carte qui vous permet d'aller chercher des cartes X-Men soutien. Donc bah, je sais pas. Je sais pas trop vous dire. Et après la dernière partie de la news, je vais pas vous en parler, hein, c'est le dernier set, comment ça s'appelle là, les sets modulaires. Moi ça m'intéresse absolument pas du tout, hein, c'est pas une partie du jeu que je souhaite explorer pour l'instant. Peut-être beaucoup plus tard, mais là apparemment de ce qui est dit dans la New Exodus, c'est vraiment un sbire un peu maître de Magneto, un homme de main très très proche. J'ai regardé un petit peu, mais je m'en fous en fait. Je sais très bien que j'irai pas mélanger les cartes de mes pochettes. Tous les sets de rencontres sont déjà pochetés, triés et tout prêt à jouer avec les cartes en un exemplaire dedans. Tout est bon. Donc je vais pas aller m'embêter à virer des sets modulaires pour ajouter d'autres sets modulaires. Donc pour l'instant, j'ai pas envie de faire ça. Voilà, donc les cartes comme d'hab sont plutôt jolies, hein. Mais il a l'air sympa là, ce petit Exodus. On a envie de passer une soirée avec lui, je pense qu'on doit bien déconner avec lui quand même. Même le bouclier est plutôt sympa, hein, ça permet d'absorber tous les dégâts. Bon.
Du coup, ouais, chose la plus étonnante, on n'a aucune information sur le set Nemesis, alors que d'habitude, il filtre toujours un petit peu, ou au moins une carte. Mais enfin, dans l'ensemble, j'ai l'impression que ça va être vraiment un gros casseur, lui. Hein. Un gros casseur, j'ai vraiment un bon feeling avec ce personnage, je trouve que c'est fort, quoi. C'est fort, les cartes sont très intéressantes à jouer, c'est un style de jeu qui est plutôt complémentaire avec ce qui existe déjà. Pas forcément, ça révolutionne pas forcément tout, mais il y a des trucs un peu nouveaux, un peu frais. Il va piocher certains petits événements comme on avait avec Miss Marvel pour augmenter la puissance des événements. Il fait des contres un petit peu comme, comme Black Widow. Il va défendre un petit peu comme Groot ou comme Ghost Spider. Il y a vraiment un petit mélange, un petit mix de trucs assez sympa. Plus du X-Men, donc on a envie de jouer des entraînements, on a envie de jouer Rogue, on a envie de jouer les entraînements salle des dangers, ça me paraît complet, sympa, cool quoi. Bon allez, je vais vous laisser là puisque comme d'habitude la vidéo dure des plombes et que il y a un moment il faut raccrocher. Donc bah, ça m'a fait plaisir de vous montrer cette vidéo. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des compléments d'information aussi, n'hésitez pas. Je compte sur vous. Allez, à bientôt.